Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Damien Tellier, professeur de philosophie dans plusieurs lycées parisiens, auteur de divers essais et actif de longue date pour mieux faire connaître la pensée libérale, notamment à travers des initiatives comme l'Institut Copé. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après. Damien Tellier, bonjour. Bonjour Pierre. Alors je me permets de te tutoyer à la manière de Karl Zéro, mais parce que là encore on se connaît depuis un certain nombre d'années, donc mes auditeurs ont l'habitude désormais. Tu es professeur de philosophie, notamment dans 2 grands lycées parisiens, et auteur de nombreux essais autour de la philosophie, et particulièrement de la philosophie libérale. Ça fait un certain nombre d'années qu'on peut te lire dans diverses publications, pas forcément d'ailleurs des publications libérales, mais avec un angle vraiment philosophique, ce qui nous change un peu parce que assez souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup d'économistes chez les libéraux, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un peu des sociologues, des philosophes, des historiens, etc. Donc aujourd'hui, je voulais parler philosophie libérale au sens large, puisqu'on parlera autant de beefsteak que de Bitcoin, que de Bastia. Avec plaisir. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un peu quel est ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner et qu'est-ce qui t'a amené aux idées libérales à quel moment de ta vie ? Oui, moi j'ai fait des études de philosophie à Paris et j'ai choisi une voie qui était déjà un petit peu particulière parce que j'ai étudié dans une faculté libre de philosophie qui s'appelle justement la faculté libre de philosophie comparée et qui a été créée dans les années 70 par d'anciens professeurs de l'université qui étaient déçus en fait par la manière dont on avait soit un espèce de relativisme généralisé, soit des gens qui adhéraient fanatiquement au marxisme. Donc ces professeurs ont voulu créer quelque chose de concurrent justement de l'université et donc dans l'esprit tout à fait libéral d'innover et de développer effectivement des alternatives au système. Donc j'ai eu la grande chance de faire ça et puis alors c'était une faculté qui était justement centrée sur la comparaison entre notre pensée et le réel, un peu à l'école d'Aristote. Aristote avait inauguré cette méthode qui consistait à dire finalement la vérité c'est l'accord entre notre pensée et le réel. Donc il faut être attentif au réel et que toutes nos prémices soient absolument fondées sur une expérience du réel et à partir de là on peut déduire de ces prémices un certain nombre de choses. Donc j'ai beaucoup appris d'Aristote, qui a été vraiment central dans ma formation. Et puis, au cours de ces années, j'ai aussi passé mes examens à la Sorbonne pour avoir quand même mes diplômes justement universitaires. Et donc, j'ai eu des professeurs à la Sorbonne. J'ai eu notamment Claude Treizemontant. Je ne sais pas si tu connais, non ? J'ai eu André Comte-Sponville. Oui, voilà. Et puis, j'ai fait des lectures qui m'ont fasciné. Par exemple, Jean-François Revel, Raymond Aron, ou des gens comme Karl Popper. Qui était un petit peu évoqué, ou Isaiah Berlin. Voilà, tous des noms que j'ai entendus. Ça fera plaisir à certains de mes anciens invités comme Baptiste Gauthier, Pierre Bentata et d'autres qui s'en connaîtront. Et c'est en lisant ces auteurs que j'ai compris qu'effectivement, il y avait même au sein de l'intelligentsia française ou anglaise des esprits libres, des esprits indépendants, qui avaient su résister au mode intellectuel de l'époque et qui avaient ce goût pour la liberté, en fait. Et je pense que ce goût pour la liberté, il m'est venu aussi de là. Quand on lit, par exemple, Jean-François Revel, son essai, alors ça s'appelle La Grande Parade, essai sur la survie de l'utopie socialiste. Ouais. C'est un bouquin mais absolument extraordinaire, qui montre comment, 10 ans après la chute du mur de Berlin, on a réussi à faire croire que le libéralisme était était le responsable de tous les maux de l'humanité, sans jamais remettre en question le socialisme. Oui, ça c'est fascinant. Ça me fait penser à je sais pas si les auditeurs verront le lien, mais récemment, j'ai publié sur Twitter une vidéo didactique du Fonds monétaire international sur l'inflation qui ne mentionne pas une seule fois l'offre de monnaie, la notion d'offre monétaire et de quantité de monnaie en circulation. Voilà, ça me fait un peu penser à ça, quoi. Arriver à blâmer le libéralisme pour tout ce qui ne va pas à l'époque communiste, c'est quand même assez fantastique, un tour de force, quoi.
Alors, justement, si tu parles de la monnaie, ça c'est aussi un de mes ça on y viendra un peu plus tard, on en reparlera un peu plus tard. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis Raymond Aron, moi ce qui m'avait fasciné, c'était son livre L'opium des intellectuels, qui date des années 50, mais dans lequel déjà il dénonçait un peu l'asservissement des intellectuels français, notamment de Sartre, Merleau-Ponty et d'autres, eh bien au marxisme et aux utopies. Donc il avait une grande clairvoyance, Raymond Aron. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu parler de Hayek, c'est dans un de ses livres. Ça s'appelle L'essai sur la liberté, et dans lequel il discute justement les différentes définitions de la liberté, dont celle de Hayek, avec laquelle il a certaines réserves. Mais n'empêche que moi, ça m'avait mis la puce à l'oreille. De même que à la Sorbonne, on avait eu un professeur qui nous avait fait un cours sur la justice, et il nous avait présenté John Rawls comme le grand penseur de la justice au XXe siècle. Ça c'est la tarte à la crème. Voilà. Et à la fin de son cours, il nous avait dit, mais quand même, il existe quelqu'un aux États-Unis qui a quand même une certaine aura, qui est un type estimable, qui a enseigné à Harvard, tout comme John Rawls, et qui lui était très critique de John Rawls et qui n'était pas d'accord du tout avec lui. C'est Robert Nozick. Ouais. Et alors je m'étais dit, tiens, alors ça c'est intéressant parce que voilà quelqu'un qui ne suit pas la pensée dominante et donc ça vaut la peine de le connaître. Donc j'avais lu État, Anarchie et Utopie de Robert Nozick et ça m'avait fasciné. Et là j'avais trouvé qu'il y avait un réalisme dans sa pensée, qu'il y avait vraiment une critique lucide des défauts de la pensée de John Rawls. Et finalement, toutes ces petites occasions de sortir des sentiers battus m'ont permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Oui, ça fait déjà une grosse culture libérale, j'allais dire. Tout ce qu'on vient de citer, Nozick, Hayek, Revel, Aron, etc. C'est déjà... Alors à l'époque, je connaissais pas du tout Bastiat, je connaissais pas Ayn Rand, je connaissais pas vraiment l'école autrichienne. Ce qui a été le révélateur, c'est que je me suis rapproché du petit milieu libéral parisien autour de la LEPS. Oui, c'était dans les années combien ça ? C'est dans les années 90. D'accord. Avec des gens comme Alain Laurent, Henri Lepage, Christian Michel, Jacques Garello et tous ceux qui étaient présents dans les universités d'été. Voilà. C'était la grande époque des universités d'été, les années 90. Voilà. C'était... Ouais. Et donc c'est avec eux que j'ai découvert Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say et la tradition libérale française qui était totalement inconnue pour moi puisque à l'université on n'en parle absolument jamais et même dans les milieux que moi je fréquentais qui sont des milieux plutôt par mes origines familiales, des milieux conservateurs catholiques, tout ça n'existe pas. C'est quasi inconnu quoi. D'accord. Et à l'époque, tu enseignais déjà la philosophie, c'est quelque chose qui était évident ou tu as hésité entre différentes Non, moi j'ai enseigné très tôt, à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à enseigner et puis j'enseigne dans des lycées privés sous contrat catholique. Et cet ensennement m'a toujours... j'y prends beaucoup de plaisir. D'accord, j'y prends énormément de plaisir. Toujours pas de regret. Non. En plus, j'ai la chance donc d'enseigner en terminale où les élèves sont encore ouverts à la réceptifs et bienveillants en fait par rapport à la philosophie. Ce qui est moins le cas plus tard quand on les retrouve en prépa, en école de commerce, ils sont un peu blasés, puis à l'université n'en parlons pas. Voilà, c'est carrément j'allais dire le dépotoir. Bon, c'est un peu. Et puis c'est un âge, je pense, où encore c'est légitime, c'est pas mal vu de pas avoir d'opinion sur un sujet et d'accepter justement de recevoir un peu différentes thèses, différentes perspectives avant de se faire la sienne. Alors que j'ai l'impression que quand on a eu déjà quelques années de militantisme derrière soi, dans un truc un peu radical en plus, c'est très difficile de manger son chapeau et de changer de bord, quoi. C'est ça, ils sont encore neufs et ils sont capables de s'étonner. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est quand même le début de la philosophie. C'est l'étonnement, capacité de voir des choses ordinaires sous un jour nouveau et de s'émerveiller. D'accord. Donc là, on est dans les années 90, rencontre avec la LEPS, les idées libérales. On avance de quelques années, puisque dans les années 2000, voire 2010, je sais pas, tu vas nous dire, tu as fondé l'Institut Copé. Donc on peut retrouver encore sur www.institutcopé.org. Donc Copé, C-O-2-P-E-T. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet qui est assez original et unique en son genre? J'en connais pas d'autres qui fassent vraiment la même chose. Vous êtes un peu sur une niche.
Oui, alors entre-temps, j'ai eu quelques enfants, donc ça m'a pas mal occupé. Oui, mais beaucoup. Mais voilà. Il y a 2 chiffres. Oui, mais j'ai une femme qui est chef d'entreprise quasiment, on pourrait dire, hein, familiale, hein, Ouais. j'entends. Donc qui m'a beaucoup aidé et avec qui on a la chance d'avoir une grande famille. Maintenant, j'avais ce désir d'être un peu un entrepreneur intellectuel, voilà, de ne pas rester seulement dans les idées et dans les arcanes de l'éducation nationale, parce que c'est quand même pas très très valorisant ni très exaltant. Même si le contact avec les élèves est passionnant. Hein. Oui, mais c'est à petite échelle. Mais sûr, voilà, c'est ça. Donc j'avais envie de diffuser de manière plus large et puis de profiter justement de l'opportunité d'Internet qui permettait à des coûts très faibles de créer des choses à grande échelle. Puisqu'on parle de capacité d'émerveillement, quand on a connu, justement, toi et moi, on a l'âge quand même pour avoir connu avant Internet. C'est ça. Moi, je m'en émerveille encore, hein, personnellement. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'avais identifié, c'était le fait que de grands auteurs français n'étaient plus publiés ou étaient tombés un petit peu dans les oubliettes de l'histoire. Alors, le premier, c'est Frédéric Bastiat. Quand on regardait dans les années 2000-2010, il était introuvable. C'est-à-dire, on avait quelques blogs ou sites qui mettaient en ligne des textes, mais on ne pouvait pas acheter sur Amazon un livre de Frédéric Bastiat. Il n'y avait pas d'œuvre complète disponible. Les éditions, c'était la LEPS qui a lancé un moment... il y avait les éditions Charles Coquelin, je crois. Alors, il y avait des tirets à part, il y avait des morceaux choisis. Qui avait été édité, et donc Alain Madelin avait fait ça une époque, et donc ça c'était très bien, mais oui, c'était pas un auteur couramment disponible, non. En tout cas dont l'œuvre, qui pourtant est pas nulle, même si sa carrière n'a peut-être pas été très longue, enfin il a écrit un certain nombre de choses. Non, mais il a été très publié au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, et puis après progressivement il est tombé dans l'oubli, avec le développement d'une économie plutôt mathématisée, avec surtout la suprématie du keynésianisme, il est complètement tombé dans l'oubli. Donc, alors il y a lui, mais il y a aussi Jean-Baptiste C. Il y a Benjamin Constant. En Tocqueville avait été redécouvert par Raymond Aron. Mais également tous les prédécesseurs, tous les précurseurs du libéralisme, par exemple de Bois-Guibert, Quesnay, Cantillon, dont on reparle beaucoup maintenant aujourd'hui. Voilà. Dupont de Nemours. Oui, et d'autres, hein, et beaucoup d'autres en fait. Et donc, avec quelques amis, on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on essaye de rééditer ces ouvrages, d'abord peut-être sous forme d'e-book, parce que ça, c'est ce qui était effectivement le plus simple. Et c'est pas forcément très coûteux à faire. Enfin, c'est du boulot, hein, déjà, mais je veux dire, voilà, c'est moins. Gustave de Molinari, tiens, on oublie, mais Gustave de Molinari, qui a été un grand disciple de Bastiat, qui a énormément écrit toute sa carrière, toute sa vie. Et donc, on a lancé une sorte de maison d'édition en ligne, les éditions Copé. Donc, peut-être un mot sur Copé pour qu'on comprenne, parce que CO2PET, c'est un petit village qui se trouve en Suisse, sur les bords du lac Léman, dans lequel s'étaient réfugiés Benjamin Constant et Germaine de Staël, qui avaient été bannis de France par Napoléon, parce qu'ils étaient justement trop critiques à l'égard de l'autoritarisme de Napoléon. Et pendant 1 an et plus, ils ont en fait réuni tous les intellectuels qui étaient un peu en opposition à Napoléon dans ce lieu, et ils ont énormément écrit, traduit, discuté, et ça a été vraiment un foyer de rayonnement intellectuel dans toute l'Europe. On appelait, je crois, le groupe de Copé. Le groupe de Copé, c'est ça. Voilà, donc on avait choisi ce nom, et puis on a commencé à rééditer donc Turgot, Frédéric Bastiat, on a fait les œuvres complètes. Alors il faut savoir quand même que on était en relation avec Jacques de Guénin. Jacques de Guénin, qui était pas un universitaire, c'était un homme d'entreprise, mais qui a vraiment beaucoup travaillé à revitaliser justement la pensée de Frédéric Bastiat en France à partir des années 80, et notamment parce qu'il a beaucoup été aux États-Unis, qu'il a rapporté de là-bas une approche aussi, une lecture de Bastiat qui était très dynamique. Parce que les Américains, eux, n'ont pas arrêté d'aimer Bastiat, contrairement aux Français en tout cas.
Et lui-même a édité aussi les œuvres complètes de Frédéric Bastiat, et c'était un gros travail qu'il a effectué et qui est magnifique. Nous, on l'a fait d'une manière différente, mais c'est bien aussi qu'il y ait plusieurs... Ah oui, bien sûr, parce que je pense que c'est pas forcément le même public qui va aller lire la version papier préfacée par Jacques de Guénin, etc. Et la version facilement disponible là, en 2 clics. D'ailleurs, je mettrai le lien pour les auditeurs. En 2 clics, comme ça, vous pouvez aller trouver des livres qui sont des petits bijoux intellectuellement parlants et qui auraient été extrêmement difficiles à se procurer il y a encore quelques années, quoi. Donc on a écrit des préfaces pour, par exemple, moi je me souviens d'une préface à La Loi de Frédéric Bastiat. Et aujourd'hui, quand on cherche La Loi, on tombe sur ce PDF. Alors il y avait aussi une version EPUB, mais ce PDF, il est rentré dans les algorithmes de Google et maintenant il ressort tout le temps. Donc c'est extraordinaire. De même, on avait fait une traduction de État, qu'as-tu fait de notre monnaie de Rosbard, avec une préface de Stéphane Couvreur et une postface de Guido Huysmans. Et ce texte maintenant ressort partout. Donc c'est extraordinaire, ça aussi. C'est génial. Voilà, donc alors l'Institut Copé aujourd'hui continue. On a Benoît Malbranc qui est toujours aux commandes, mais c'est, disons, moins dynamique qu'à une époque, parce que à une époque, on avait le temps de faire des conférences, des séminaires de formation, etc. Ça, on le fait moins maintenant. Ça, heureusement, le boulot n'est pas perdu au sens où tout ce qui a déjà été fait en termes de réédition. On a créé une énorme bibliothèque en ligne. Il y a des vidéos aussi, des choses exactement. comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour l'Institut Copé. Après l'Institut Copé, il y a un autre projet que tu as contribué à lancer, qui à l'époque s'appelait l'École de la Liberté. Et petit disclaimer, j'avais participé en tant qu'intervenant. Tu as été un des collaborateurs. À ce projet, voilà. Mais toi, tu en étais vraiment le fondateur, membre du bureau de l'association, etc. Et aujourd'hui, qui s'appelle, je crois, Académie libre des sciences humaines. Est-ce que tu peux nous parler de la logique derrière ce projet et où ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets futurs? Bah oui, là, il s'agissait vraiment d'un projet de formation en ligne, avec des cours en ligne, des MOOC, on dit. Oui, à l'époque, on parlait beaucoup, un peu moins maintenant, mais oui, Massive Online, Open Courses. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, peut-être le format du podcast a peut-être pris un peu le pas, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était du e-learning, c'était de faire des cours en ligne, et donc de créer une école qu'on a fait avec des centaines d'heures de vidéos, filmer tout ça, le mettre sur un site avec une bibliothèque numérique en complément. Et donc moi j'ai fait une vingtaine de cours sur Frédéric Bastiat. Toi, je me souviens que tu as fait un cours sur la monnaie. Alors moi c'était sur la révolution de l'économie numérique et j'avais mentionné Bitcoin. Et notamment un cours sur Bitcoin qui est mémorable parce que il n'a pas perdu, je dirais, une ligne de son actualité, de sa pertinence aujourd'hui, quoi. Ça me fait très plaisir. Je le republie, enfin je le mettrai en référence. Après tout, c'est moi qui choisis la référence, donc je mets qui je veux. Je vais me mettre en référence. Exactement. Voilà, on peut signaler aussi un autre chouette Zer nous a beaucoup aidé dans cette entreprise qui est ton père. Tout à fait, qui a fait des vidéos. Là aussi, je crois assez mémorable avec le style qui lui est propre. Exactement. Sur l'histoire de la pensée économique. Ouais, c'est ça, voilà. Puis on a Emmanuel Martin, on a Fergan aussi, on a Kevin Brooks. Enfin bref, on a pu Benoît Malbranc, François Facchini, Corentin de Sales. Oui, Corentin de Sales. J'aimerais bien recevoir un jour à ce micro d'ailleurs, si jamais il nous écoute. Mais je lui écrirai de toute façon. Voilà, donc l'école de la liberté, ça a été quelques années avant le Covid en fait, où on a pu pas mal produire, publier. Puis est arrivée la période Covid où pendant 2-3 ans, on s'est retrouvé un peu au point mort. On a été tous un peu séparés, coupés dans notre élan, en quelque sorte. Pendant cette période, on a quand même réfléchi. On s'est dit que on allait peut-être changer un petit peu en ouvrant davantage sur le monde intellectuel, avec comme projet d'organiser des débats contradictoires. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse débattre avec des gens qui sont pas d'accord, avec des gens qui sont pas comme nous, qui pensent différemment. Et c'était ça, ce projet. C'était de faire un institut qui ouvre sur des débats contradictoires. Alors, c'est Fergan qui est aux commandes de ce projet.
il y travaille, il a commencé à publier et à offrir des conférences filmées avec des débats. Donc, ce sont pas des conférences en fait, ce sont donc des tables rondes plutôt, avec un modérateur, mais on est encore dans le rodage. Voilà, donc les choses vont mettre un petit peu de temps à se doucement mais sûrement, ça évolue, voilà. Ça progresse. Donc, d'accord, non, c'est intéressant. J'irai voir et j'encourage nos auditeurs à le faire. Où ça en est, justement. En plus, Fergan, depuis, il a pris une certaine ampleur dans les médias notamment. C'est difficile d'échapper à Fergan désormais. Voilà, donc c'est devenu un chroniqueur très recherché, un conférencier très recherché. Il y a quelques jours, c'était samedi soir, il était invité à débattre avec Éric Zemmour. Ouais, j'ai vu. Donc c'est quand même pas rien. Et il aime ce débat, il aime débattre, il aime être opposé à des gens, il aime qu'on lui oppose des objections et il est très très bon pour répondre. Oui. D'accord. Bon, on espère qu'il arrivera quand même à faire avancer ce projet, ce projet de l'Académie libre des sciences humaines. Je n'étais pas au courant de l'idée selon laquelle tu voulais justement introduire plus de contradictions. C'est intéressant parce que c'est vrai que dans le milieu libéral, on a peut-être une tendance à l'endogamie qui est... Oui, alors moi, c'est mon expérience de professeur, en fait, d'enseignant. C'est-à-dire que je vois bien avec mes élèves, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on leur serve une parole toute faite, un discours tout ficelé, en leur disant c'est ça la vérité. Non, ils ont besoin qu'on confronte des points de vue et qu'ils puissent eux-mêmes tester en fait les arguments des uns et des autres et se faire leur propre jugement. Et je pense que c'est légitime et que moi, quand j'étais étudiant, j'attendais la même chose. Oui, bien sûr. J'ai pas envie d'avoir un bourrage de crâne ou une espèce de propagande idéologique. Donc finalement, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il y a ceux qui veulent se former à partir du moment où ils ont fait leur choix doctrinal, ils veulent se former, ils veulent des cours qui leur donnent accès à ce qu'ils estiment être la vérité. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans le doute, dans l'hésitation, qui ont besoin d'avoir différents sons de cloche et il faut pouvoir leur offrir aussi ça. Puis même parfois, je pense que si demain je veux me réintéresser à Marx ou à Gramsci ou je sais pas qui d'autre, je serais peut-être content de trouver l'équivalent, on va dire, c'est-à-dire des choses assez fouillées sur leur pensée, même si c'est pour apprendre à mieux la réfuter ou pour essayer simplement de m'en faire une idée plus précise que la caricature que j'en ai habituellement. Donc non, je comprends tout à fait la logique. Un mot peut-être sur le cercle Frédéric Bastiat et sur le week-end de la liberté ? Oui, alors depuis quelques années, j'accompagne Patrick de Cazeneuve, qui est le président du cercle Frédéric Bastiat, pour la préparation du week-end de la liberté qui a lieu chaque année et qui réunit des conférenciers autour du thème de la liberté. Alors cette année, c'est liberté économique et liberté politique et ça a lieu autour du 10-12 novembre à Dax. C'est un week-end très sympathique où on est dans un endroit qui est merveilleux, au bord d'un lac dans le sud-ouest, dans un hôtel où on mange très bien. Où il y a des piscines. Exactement. Des choses comme ça. Et c'est un moment de rencontre en fait pour beaucoup de gens qui ne se parlent que par Internet souvent, via des messageries. Donc là, c'est un moment d'amitié et aussi de travaux et de débats intellectuels sur tous les sujets qui nous préoccupent. Oui, effectivement. Alors moi, je confirme, j'y ai participé pour la première fois l'année dernière à l'invitation du cercle et effectivement, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir le lieu, les personnes, certaines personnes que j'avais pas croisées depuis longtemps, parfois 10 ans, 15 ans, etc. Donc j'encourage bien sûr les auditeurs à tenter l'expérience. Ils peuvent encore s'inscrire. Oui, bien sûr. Oui, il suffit de taper donc cercle Frédéric Bastiat. Et de chercher donc sur le site Week-end de la Liberté. D'accord, donc on leur mettra le lien. C'est ça. Et en tout cas, je pense qu'ils ne regretteront pas de s'inscrire. Tout à l'heure, on évoquait le sujet monétaire. Et tu as évoqué un nom qui m'est cher personnellement, qui est celui de Jörg Guido Hülsmann, qui a travaillé sur l'éthique de la production de monnaie. Alors justement, est-ce que toi, ça a toujours été d'abord un sujet de réflexion pour toi, les aspects philosophiques liés à la monnaie, ou est-ce que c'est quelque chose qui date de ta découverte de Bitcoin ? Parce que je n'ai pas le souvenir de t'en avoir entendu parler avant, mais peut-être que tu avais déjà des idées à ce sujet.
Alors, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de comprendre les civilisations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet à une civilisation de croître, de progresser, de connaître une forme de développement et d'apogée, puis ensuite de déclin et d'effondrement. Donc ça, c'est une préoccupation d'abord historique, mais aussi philosophique, parce que dans l'époque dans laquelle on vit, on a quand même tous cette question de se dire où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un effondrement ? Est-ce qu'on est trop décliniste ? Ou bien est-ce que, au contraire, on se trompe complètement ? En réalité, tout va bien. Hein, et on entend les deux. On entend les deux. On a effectivement. On est bombardé de ces deux types de messages. C'est incroyable. Ouais. Certains disent que ça n'a jamais été aussi bien, que finalement l'humanité se porte mieux qu'avant et que il faut pas céder aux sirènes du déclinisme. Bon, je crois que la vérité elle est un petit peu entre les deux et que tout dépend quel est notre cadre de référence. J'ai l'impression que les deux sont vrais, quoi. Oui. Je reconnais, hein, quand je l'ai souvent dit à ce micro, c'est vrai qu'on a, et je le dis souvent à mes étudiants, on n'a jamais été aussi prospère qu'aujourd'hui, jamais eu autant de paix dans le monde, espérance de vie, enfin, etc., etc. Et en même temps, il y a quand même une forme parfois de déclin moral. Enfin, moi, je qualifierais ça de déclin moral et culturel, qui est difficile à ne pas voir, quoi. Donc, que vient faire la monnaie dans tout ça, justement? Alors, si tu veux, avant de parler de la monnaie, je pense qu'il y a aussi deux visions du monde qui ont toujours été concurrentes et opposées. L'une qui est plutôt, on va dire, pessimiste, c'est-à-dire qui considère qu'il n'y a pas de solution radicale, qu'il n'y a pas de solution définitive aux problèmes que nous connaissons, c'est-à-dire d'abord le problème de la mort, hein, évidemment, mais le problème du mal, le problème de la violence, du conflit, de la guerre, et que fondamentalement les humains sont imparfaits, sont souvent inclinés au mal, à la violence, et que donc il faut tenir compte de cette réalité, et que donc les seules solutions qu'on pourra mettre en place seront des solutions de compromis qui nous laisseront toujours insatisfaits. Ouais. Et puis il y a une autre vision qui est plus optimiste et qui est plus progressiste, on va dire, et qui considère que si on désigne les bonnes personnes, c'est-à-dire les gens qui connaissent, les gens qui savent, les experts, eh bien eux sont aptes à gouverner le monde et la société pour l'améliorer et finalement pour trouver les solutions. C'est le mirage de la technocratie ou de l'élitisme sous différentes formes, quoi. Voilà, donc moi je me sens plutôt dans la première approche, hein, je me sens davantage, je dirais, j'adhère davantage à ce qu'on pourrait appeler un libéralisme tragique. Un libéralisme tragique, c'est-à-dire que il faut défendre la liberté, mais il faut pas se faire d'illusions. On n'aura jamais la liberté absolue totale, et il faudra toujours faire avec un certain nombre d'imperfections finalement du marché, de l'État et de l'être humain de manière générale. Oui, de toute façon, les imperfections du marché et de l'État ne sont que le produit des imperfections de l'homme. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Hein. Exactement. Alors, une fois qu'on a ce cadre-là. Il est vrai que la théorie dominante aujourd'hui, notamment en économie, c'est le keynésianisme, et Keynes est plutôt un optimiste. Il pense justement que des gens comme lui sont capables de gouverner la société avec des manettes et puis d'appuyer sur les bonnes touches. C'est de l'ingénierie économique, une sorte de plomberie avec des tuyaux, des boutons, etc. Et si on arrive à presser les bons, tout va aller mieux. C'est une pensée très mécaniste en fait. Oui. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à la Banque Centrale Européenne qui, il y a quelques jours avant qu'on enregistre, a dit qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les sous-jacents de l'inflation. Ouais, voilà, je pose ça ici, c'est toujours amusant. Mais ça va bien dans cette logique-là, dans ce même esprit très technocratique. Oui, technocratique, c'est ça. Oui, absolument. Et puis, moi, il y a un auteur qui m'a toujours beaucoup apporté et fasciné, c'est Hayek. Évidemment, avec Mises qui a été son maître, hein, et qui dit, mais en fait, la connaissance, nul ne la détient de manière absolue et transparente. Elle est dispersée, elle est éclatée, elle est toujours partielle, et on ne peut pas prétendre en avoir une maîtrise. Et donc, il faut se fier davantage à des institutions naturelles comme le marché, la famille, les traditions.
parce que ces institutions-là sont finalement plus efficaces que celui qui veut centraliser toute l'information et diriger les choses de manière planifiée. Oui. Donc autrement dit, sachant cela, la question de la monnaie à ce moment-là devient très intéressante parce que soit on se dit il faut que la monnaie soit dans les mains de ceux qui gouvernent de manière à pouvoir justement contrôler l'économie et la société, soit au contraire on se dit non, il faut que la monnaie émerge naturellement et spontanément du marché et donc finalement des citoyens qui décideront eux-mêmes quelle est la bonne monnaie et quelle est la mauvaise, et qui décideront de faire confiance à telle monnaie plutôt qu'à telle autre. Et donc là, on a vraiment deux modèles. On a le modèle de la monnaie fiat, c'est une monnaie qui est imposée par le haut par des élites qui savent. Et puis, on a le modèle Bitcoin, qui est une monnaie qui émerge par la technologie, par le libre marché, par les interactions, et qui correspond aux véritables préférences des gens. D'accord. Mais est-ce que justement, le fait que avant l'émergence de Bitcoin, le système monétaire s'était finalement cristallisé autour comme ça de monnaies fiat, généralement correspondant à des États-nations ou à des zones économiques, et dont la valeur est décrétée par le gouvernement, contrôlée par le gouvernement, est-ce que c'est pas une forme d'émergence spontanée aussi d'un modèle qui est peut-être tragique au sens où c'est peut-être lié au fait qu'il a fallu financer les guerres mondiales, etc. Mais est-ce que c'est pas l'équilibre qui s'est imposé naturellement Oui, mais alors on peut tout à fait le voir comme ça, mais il y a toujours eu une certaine sagesse quand même de maintenir un étalon or. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu de nombreuses péripéties et les gouvernements ont toujours tenté d'utiliser la monnaie comme un outil politique. Mais ils ne pouvaient pas dépenser librement, ils ne pouvaient pas imprimer de la monnaie sans limite parce qu'il y avait ce plafond, en fait, qui était celui de l'or. Il fallait détenir de l'or dans ces coffres et on ne pouvait pas créer autant de monnaie qu'on voulait. Donc, on est toujours revenu quand même à une forme de sagesse, même même après la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods. Oui, il y avait une forme. Alors, c'était mal fichu dès le début. On a essayé quand même de raccrocher le dollar à l'or. Voilà, il y avait. Et puis, en 1971, il y a eu le défaut sur la dette, c'est-à-dire les Américains, Nixon en particulier, a décidé qu'on ne rembourserait plus les dollars en or. Et que donc, c'était la fin de l'étalon or. Bon, enfin, c'était une fin provisoire, mais en réalité, qui est devenue définitive quelques années après. Ça a été confirmé en 73, puis en 76 à Kingston, etc. Mais bon. Et là, je crois qu'il y a un événement qui est unique dans l'histoire. Et que d'un coup, on a complètement décorrélé la monnaie de toute réalité tangible. Et par conséquent, on est entré dans une ère d'inflation, ce que Guido Hülsmann appelle la culture de l'inflation, dans laquelle la monnaie se dévalue, les gens perdent leur pouvoir d'achat et l'État en profite pour pouvoir se financer justement sur le dos des contribuables, pouvoir se financer à moindre coût, avec de l'argent pas cher, mais qui a des effets destructeurs. Ouais. Et cette découverte de Bitcoin, donc que tu rattaches à ces questions d'éthique monétaire dont on vient de parler, est-ce que ça t'a rendu un peu plus optimiste, un peu moins tragique sur le destin des idées libérales ? Oui, c'est-à-dire que en un sens, on voit poindre un véritable espoir d'un changement possible. Bon, en même temps, nul ne connaît l'avenir, donc il faut rester prudent. Le pouvoir des banques centrales et le pouvoir des États, il est encore très très fort et il peut se maintenir pendant des années et des années. Donc, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Il faut se dire simplement que déjà, dans un premier temps, un système monétaire est en train d'émerger et peut concurrencer le système bancaire fiat. C'est déjà énorme. Oui. Est-ce qu'il faut ensuite souhaiter que l'un remplace l'autre ? Oui, ça, c'est une question. Moi, j'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Ouais. Là encore, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut faire des compromis et que vouloir une solution absolue, définitive et radicale est une utopie et qu'il faudra toujours faire avec, de toute façon, des gens qui s'accrochent et qui ne pensent pas comme nous et que voilà, c'est un peu le destin de l'histoire. D'accord. Et récemment, on participait tous les deux en tant qu'intervenants à une conférence qui s'appelle Surfing Bitcoin. Et je mettrai les vidéos en lien dans la description.
tu nous as fait une présentation originale dont le titre était Bitcoin, Beefsteak et civilisation. Et là, donc, tu as essayé de lier la question de l'alimentation et spécifiquement de la consommation de viande, etc., à la question de cette culture de l'inflation et des conséquences sociétales du système de monnaie fiat. Oui, alors moi je suis parti en fait, cette réflexion elle a démarré pendant le Covid, où je me suis rendu compte que moi-même j'étais très vulnérable à ce virus, qui n'était pas pourtant un virus tueur, mais qui touchait en tout cas les gens qui étaient en mauvaise santé. Moi, j'étais sans doute en mauvaise santé à l'époque. Je l'ai attrapé tout de suite, le premier virus, et ça m'a foutu par terre pendant plusieurs semaines. Ouais. Donc vraiment, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital, mais j'ai senti que mon immunité était faible, parce que pendant des années et des années, j'ai bouffé de la merde. Voilà, autant le dire. Hein. C'est-à-dire que quand on mange à l'économie, c'est-à-dire que bon, on n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture de première qualité, parce que à force de faire des enfants et les enfants aussi. Parce que je suis enseignant et que je ne suis pas un homme riche. Eh bien, on finit par vraiment dégrader sa santé. Oui, bien sûr. Et on s'en rend pas compte, mais les années s'accumulant, eh bien, on a toutes sortes de problèmes. Moi, j'avais des problèmes d'articulation, j'avais des problèmes de peau, j'avais des problèmes de maux de tête, j'avais énormément de problèmes comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, mais que tout le monde était comme ça. C'est-à-dire que les populations en Occident étaient des populations extrêmement affaiblies, avec parfois des comorbidités bien plus graves comme l'obésité, le diabète, etc. Et que ces gens-là étaient les premiers touchés, et parfois très durement touchés, avec des morts. Bon. Yeah, mais c'est paradoxal avec les statistiques qui nous disent quand même qu'on vit plus longtemps, mais les maladies tuent moins, etc. On vit plus longtemps, mais pas en bonne santé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'espérance de vie en bonne santé recule. L'espérance de vie en tant que telle, elle progresse. L'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé recule. C'est-à-dire que maintenant, les gens, à partir de 40 ans, se trouvent face à des maladies chroniques, qu'on appelle les maladies de civilisation, qui pourrissent leur vie, littéralement. Je veux dire, l'arthrose, avoir de l'arthrose à 40 ans, c'est pas normal. Avant, on avait de l'arthrose à 60, 70 ans. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont touchés très jeunes. On voit des obésités, des gens qui sont à peine adolescents ou même enfants sont déjà obèses. Et donc, il y a vraiment un phénomène qui est une épidémie extrêmement grave. Et il y a eu des morts pendant le Covid, mais le nombre de morts de maladies cardiovasculaires, par exemple, il est infiniment plus élevé. Le nombre de morts par cancer, infiniment plus élevé. Et c'est absolument pas comparable, en fait. Donc, on a un problème de fond. Et le Covid n'est jamais que l'apparence du problème, parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui nous menace. Et par exemple, l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, une maladie qui progresse de manière fulgurante dans les sociétés occidentales. Et ça c'est aussi un symptôme de notre mal-être. Et ce mal-être, alors, il vient d'où ? Bon, il y a toutes sortes de causes, et je ne prétends pas qu'il n'y en ait qu'une seule. Mais moi, je me suis intéressé à l'alimentation parce que c'est ce qui nous touche de plus près. C'est la survie. On est ce qu'on mange, de toute façon, littéralement. 3 fois par jour, on mange, et c'est répété pendant des années. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus urgent pour nous, et c'est ce qui va commander aussi nos choix financiers, parce qu'on a besoin de pouvoir payer tout ça. Donc, ça concerne tout le monde. Même des gens qui ne sont pas intéressés par Bitcoin, ils s'intéressent forcément à l'alimentation et à la santé. Et mon point de vue, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est de remonter à la cause première. Il y a des causes intermédiaires. Si l'alimentation est de mauvaise qualité, c'est peut-être parce qu'il y a des industries qui fabriquent des choses à moindre coût et qui sont de mauvaise qualité. C'est peut-être parce qu'il y a des médicaments qui nous empoisonnent. Bon, mais si on va plus au fond des choses, on se rend compte que l'inflation est une des causes majeures de la dégradation de notre alimentation et de notre santé. Cette inflation, on en parlait, elle date des années 70 avec cet événement qui a enclenché un mécanisme quand même très puissant. Ça a d'abord été une inflation dans les actifs immobiliers, dans les actifs financiers, et puis progressivement, et surtout depuis les dépenses énormes dues au Covid, une inflation dans l'alimentation.
Mais cette inflation, elle date pas d'aujourd'hui. Enfin, elle a démarré bien avant. Et donc, c'est un appauvrissement généralisé qui fait que les gens sont obligés d'acheter de la nourriture de qualité inférieure. Et progressivement, des aliments de très grande qualité sur le plan nutritionnel, comme les produits animaux, la viande, le poisson, le fromage, les œufs, ces aliments sont délaissés au profit d'aliments végétaux produits en très grande quantité, avec des marges assez importantes et avec des rendements très forts, comme les céréales, tout ce qui est graines, maïs, soja. C'est-à-dire des marges importantes, des marges financières, tu veux dire ? pour les industries. Bon, en fait, ça, à la limite, on passe notre temps chez les libéraux à défendre le fait que s'il y a une marge importante, bon, bah, c'est pas un problème en soi. Alors, tout à fait, sauf s'il y a des subventions. C'est le problème. Voilà, c'est que lorsque les États subventionnent massivement ces industries-là, en fait, les industries ont de quoi faire un marketing énorme, en fait, avec cet argent. C'est toujours de l'argent magique, c'est de l'argent qu'on a imprimé via les banques centrales, et donc cet argent permet de faire des choses qui ne seraient pas faites par le marché si on devait prendre des risques. D'accord, donc il y a le problème des subventions. Et ceci dit, pour ce qui est de la production industrielle, évidemment, on pourra t'objecter que c'est aussi le système capitaliste, pour utiliser ce mot un peu caricatural, qui justement, voulant essayer de fournir toujours plus de satisfaction aux consommateurs, y compris peut-être quand c'est pas dans l'intérêt physiologique du consommateur, va quand même proposer des trucs de mauvaise qualité, fabriqués toujours à moindre coût, qui viennent de loin, etc., qui sont pas bons nutritionnellement et qui en plus sont addictifs. Est-ce que tout ça est intentionnel ou pas ? À la limite, c'est une autre question. Je pense pas que ça le soit tant que ça, mais on pourrait dire c'est le marché, quoi. Alors oui, c'est souvent ce qu'on entend, et les militants de la décroissance vont toujours condamner le capitalisme comme la source du productivisme et du consumérisme. Donc ça, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit, parce qu'en effet, il faut pas le nier, on a les industries de l'agroalimentaire, on a les industries pharmaceutiques qui constituent des espèces de cartels. Ils centralisent entièrement toute la production, et généralement c'est un peu comme le secteur bancaire, en fait. Il y a des espèces de regroupements. Tous les petits sont éliminés et on n'a plus que des très gros qui s'entendent et qui font un petit peu tous la même chose. Mais ce qu'on ne voit pas, et là je me réfère à Frédéric Bastiat qui disait ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Le bon économiste et le bon philosophe, c'est celui qui voit les effets à long terme sur l'ensemble de la population et pas simplement ce qui apparaît au premier regard. Et justement, ce productivisme, il est financé par de la fausse monnaie, par de la monnaie fiat. Et donc, il n'est pas le fruit d'un marché libre, mais il est le fruit de décisions politiques qui sont des décisions centralisées et qui ont notamment pour objet de masquer l'inflation. Mais cet argument s'appliquerait aussi bien à l'industrie alimentaire qu'à toutes les autres industries. Donc pourquoi à ce moment-là, est-ce qu'on aurait le droit de se féliciter par exemple du succès d'industries dans le monde médical ou dans le monde manufacturier, je sais pas, l'automobile, l'aviation, ce qu'on veut, ou le bâtiment, et que tout d'un coup, quand on parle de l'alimentation, là, on ramène tout de suite à l'histoire de la fausse monnaie. Bon, parce que je crois que l'inflation, c'est supportable jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le grand danger pour les banques centrales, par exemple, c'est que les gens se révoltent, que les gens ne supportent plus et refusent et n'acceptent plus cette monnaie qui est inflationniste, parce que les gens ne peuvent plus épargner, parce que donc ils perdent leur pouvoir d'achat, et c'est supportable jusqu'à un certain point. Quand ça touche l'alimentation et quand les gens n'ont plus de quoi s'acheter à manger, eh ben forcément ils descendent dans la rue. Et là, on perd complètement la main sur la société. On peut plus contrôler. Donc, il faut faire en sorte que l'inflation ne soit pas trop durement ressentie par les gens. Et l'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus sensible à l'inflation, parce que c'est ce qu'il y a de plus vital, de plus urgent.
Donc, qu'il y ait de l'inflation dans l'immobilier, ça, les gens le supportent très bien. Qu'il y ait de l'inflation dans les actifs financiers, les gens le supportent très bien. Mais pour l'alimentation, c'est quasiment insupportable. Et donc, tout va être fait pour masquer cette inflation. Et notamment, il a été demandé aux industries, alors ça a été le fait dès les années 70 des différents gouvernements qui se sont succédés. Et c'est notamment aussi le fait des recommandations diététiques officielles du gouvernement américain ou en France, c'est de faire accepter aux gens que manger des céréales, c'était bon pour leur santé et qu'il fallait arrêter de manger de la viande. Parce que manger de la viande, ce serait quelque chose qui, alors on a trouvé toutes sortes de prétextes, ça bouche les artères, ça donne du cholestérol, et donc le cholestérol, ça donne des maladies cardiovasculaires. Maintenant, on dit que ça donne le cancer colorectal, etc. En fait, toutes ces études sont absolument falsifiées, elles sont fausses, elles sont faites dans un but politique, c'est-à-dire les conclusions sont déjà données à l'avance, et puis ensuite on trouve toujours des groupes et des expériences pour les valider. Mais ça ne correspond pas à l'expérience multimillénaire de l'humanité. Les hommes, depuis toujours, se sont nourris de produits animaux parce que ces produits animaux sont les plus riches en nutriments. C'est un fait. Et c'est grâce... Mais alors même les paléoanthropologues nous disent que c'est grâce à ça qu'on est devenu humain. C'est grâce à ça que notre cerveau est devenu le plus gros cerveau parmi tous les mammifères. C'est grâce à... C'est bien possible, mais en même temps, la période où l'être humain a explosé démographiquement et au point de vue du développement économique à tous les niveaux, même intellectuel, etc., c'est l'époque aussi de l'agriculture, des céréales, etc. Et les grandes civilisations, souvent quand même, sont des civilisations où le peuple se nourrissait de pain, de céréales, de pommes de terre, de ce qu'on veut. Mais... Non, c'est-à-dire que les cultures, l'agriculture, il faut pas oublier qu'au départ, ça a été fait pour nourrir l'élevage. C'est-à-dire que comme on a décimé les grands animaux, la mégafaune comme les mammouths, etc., il fallait quand même trouver une nouvelle source de graisse animale, ça a été l'élevage. Et pour nourrir les animaux, il fallait effectivement aussi cultiver et trouver du fourrage, etc. Donc oui, on s'est nourri également de céréales, mais c'était en proportion très faible par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quasiment... Enfin, d'abord, le sucre. Tu sais que le sucre est devenu omniprésent dans tous les aliments. Il est partout, et notamment dans les boissons. Oui. Mais les recommandations officielles, c'est de manger des céréales. C'est de manger du pain, c'est de manger des légumineuses, c'est de manger des légumes, c'est de manger des fruits. Or, tout ça, c'est bourré de glucides. Donc, c'est véritablement ça qui conduit à l'obésité, qui conduit au diabète. On s'aventure sur le terrain médical où il va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont dire les études scientifiques quand même faites à partir d'un certain nombre d'avis contradictoires validés par les pairs, etc. ne disent pas toujours ce que tu dis à l'instant, quoi. Et c'est difficile en fait d'imaginer que tout ça serait bidonné. Moi en fait je veux bien croire par exemple que quand on a décidé de faire passer un message politiquement, on trouvera des études qui le confirment, etc. Mais tout de même, il me semble que le basculement a été tellement net et dans tellement de pays à la fois que ça me semble difficilement coordonnable tout ça. Je redis pour les auditeurs que je vais mettre en lien ta présentation à Surfing Bitcoin. Moi, un des points qui m'a gêné au-delà de tous les aspects positifs que j'ai pu trouver dedans, c'est que ça peut avoir des accents un petit peu complotistes, avec beaucoup de guillemets, ce côté intentionnel qui pourrait avoir de la part des industriels, des gouvernements et d'autres pour nous faire bannir la viande et nous faire adopter une alimentation végétale pas chère, commode et addictive, etc. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette objection-là ? Alors, je ne crois pas au complot, je crois par contre aux incitations. Il y a des incitations très fortes chez les acteurs économiques ou chez les politiques. En fait, déjà, un homme politique, son succès, il le doit essentiellement à sa capacité à faire des promesses et à sa capacité à dépenser en expliquant que cette dépense est utile à la société. Et donc, l'argent magique, la monnaie fiat, c'est un moyen pour lui de remplir justement ses engagements et de financer tout ce qu'il a promis. Par ailleurs, il y a les industriels, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire. Eux, leur intérêt, c'est de vendre leurs produits.
Et ils le font pas pour des raisons politiques, ils le font pas pour des raisons idéologiques. Non, ils le font parce que c'est leur profit. On est les premiers à le dire, justement, chez les libéraux. Bon, normalement, en fait, leur incitation devrait être bonne, en quelque sorte. Hein. Ouais. Si le consommateur souhaite quelque chose et que ça le satisfait, et que eux arrivent à le satisfaire, ils font du profit. Donc, est-ce qu'on n'en revient pas d'ailleurs au problème de, peut-être qu'aussi que c'est le consommateur qui a envie de manger n'importe comment? Oui, mais alors, il faut pas oublier que grâce à ces subventions, ils ont un pouvoir qui est très fort de marketing. Et ils peuvent donc avoir une action quand même puissante sur les désirs des consommateurs via cette arme, en fait, du marketing. Mais bon, ils suivent leur intérêt et donc en ce sens, il ne s'agit pas d'un complot particulier, c'est une incitation. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième groupe qui converge dans ce sens, qui est le groupe des écologistes et notamment des véganes, qui eux prônent effectivement une alimentation sans viande pour des raisons de éthique animale, sensibilité à la souffrance animale et autres. Donc là, je pense que c'est la convergence de ces trois forces qui crée en fait le problème. Mais il n'y a pas, en effet, d'entente cachée. Les écologistes, en tout cas, sont pas au courant de la politique monétaire et comment ça influence tout ça, quoi. Enfin, non. D'accord. Donc, si je me résume, ou si je te résume, l'idée, c'est que finalement, en ayant des politiques monétaires qui permettent de toujours dépenser plus, les États ont favorisé une inflation qui a fait diminuer le pouvoir d'achat, notamment sur l'alimentation, et qui a poussé des consommateurs qui n'ont pas forcément beaucoup réfléchi à la question à consommer ce qu'il y avait de plus cher et de plus commode pour avoir des calories faciles. Moins cher, tu veux dire, à ce qu'il y avait de moins cher et de plus commode. Pardon, oui, si j'ai dit plus cher, c'était une erreur. Donc de moins cher et de plus commode pour avoir des calories faciles. Et finalement, ça arrange l'industriel qui fournit ces calories faciles. Ouais. C'est ça un peu l'idée. Voilà, tout à fait. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les dégâts que ça peut causer. Alors l'alimentation et la santé, c'est une chose, mais c'est aussi les sols. Il y a une vraie désertification aujourd'hui due à l'agriculture intensive, et donc les sols ont perdu leur fertilité. Pourquoi ? D'abord parce que on les laboure en permanence et on leur injecte des fertilisants artificiels avec énormément de pesticides. On tue d'ailleurs toute la petite faune qui se trouve dans ces sols, à commencer par les lombrics et les oiseaux et les petits rats, etc. Et donc, si on a une sensibilité à la souffrance animale, on devrait déjà s'inquiéter de cette agriculture intensive. C'est vrai que c'est un autre aspect qu'on ne précise pas toujours dans le véganisme. Ceci dit, moi, alors, tu me donneras peut-être des sources contradictoires. J'entends partout dire que l'élevage bovin notamment est beaucoup plus consommateur en eau, en espace. C'est tout aussi faux que de dire que le Bitcoin consomme plus d'électricité que le système bancaire. Ah là tout de suite tu m'intéresses. Oui. Non, c'est faux pour une raison très simple, c'est que les écologistes font des calculs qui ne prennent pas en compte toute la réalité. Ils prennent en compte ce qui les arrange et ils mettent de côté évidemment ce qui les arrange pas. En réalité, il faut voir que le bétail revitalise les sols. Parce que avec les déjections, avec le fait que ce sont des herbivores, donc ils vont manger de l'herbe, eh bien en fait ils vont faire repousser cette herbe, et donc cette herbe va capter du carbone. En fertilisant le sol, en faisant repousser toute cette verdure, eh bien en fait on a des prairies qui sont des puits de carbone, et donc certes les vaches émettent du méthane, mais en même temps comme elles permettent de stocker du carbone, eh bien en fait il y a un équilibre qui se fait, à condition qu'on nourrisse les vaches à l'herbe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'industrie a tendance à nourrir les vaches avec de l'ensilage de maïs ou de soja, et là à ce moment-là le bilan n'est plus bon. Parce que y a pas justement cette verdure qui est nécessaire à la captation du carbone. Donc c'est pourquoi la désertification des sols, à mon avis, est un vrai problème. Et ce n'est pas la conséquence du réchauffement climatique, disent certains scientifiques, mais c'est la cause même du réchauffement climatique. Je pense à quelqu'un comme Alan Savory, qui est un expert dans le domaine, et vous trouverez d'ailleurs une conférence TED de lui, et qui montre très bien ce point.
Bon, voilà, ça c'est pour les vaches et le bétail. Maintenant, pour Bitcoin, c'est pareil, hein, on véhicule toutes sortes d'idées fausses, et je crois qu'il faut absolument s'inscrire en faux. D'accord. Et alors justement, puisqu'on retombe sur la question de Bitcoin, quel est le lien qu'on établit? Enfin, en quoi est-ce que Bitcoin pourrait constituer une forme de remède à ce problème de la mauvaise alimentation, de la malbouffe, pour reprendre le terme de José Bové, qui semble être si répandu et si important aujourd'hui? Quand on commence à acheter du Bitcoin, ce que je souhaite à beaucoup de nos auditeurs, eh bien, on se rend compte qu'on est capable d'épargner, et d'épargner avec quelque chose, avec une monnaie dure, c'est-à-dire une monnaie qui ne se déprécie pas et qui va garder sa valeur sur le temps. Et donc, ça vous donne une perspective sur l'avenir complètement différente. Ça change totalement notre vision des choses. Parce qu'à partir du moment où on réalise ça, où on le comprend, alors on n'a plus envie de dépenser n'importe comment, et on fait très attention à ce qu'on dépense. Et donc, on se dit qu'il y a beaucoup de choses totalement inutiles, superficielles, voire même nocives, qu'il faut qu'on arrête d'acheter. Notamment la bouffe industrielle, la malbouffe, la nourriture transformée, parce que ça va nous coûter cher en soins de santé. Peut-être ça coûte pas cher sur le moment, mais le problème c'est qu'à long terme, ça va complètement endommager notre capital santé, qui est aussi ce qu'on a de plus précieux. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attentif à préserver, à ne pas surconsommer. Donc ça, ménager pour la nourriture, mais pour tout le reste. Et c'est valable pour tout le reste. Je connais assez peu de bitcoiners qui s'achètent des voitures à 100 000 euros. Et Lamborghini. Ou alors c'est des. Lamborghini. Ah oui, parce qu'on peut les acheter en bitcoin, ça c'est bien. Mais bon, non, je pense que les bitcoiners, les vrais, ils ont à cœur justement de vivre une certaine sobriété, de manière à pouvoir. Oui, mais c'est un choix qui est motivé justement par le changement que apporte Bitcoin dans notre vision de l'avenir. C'est-à-dire que nos préférences temporelles changent. Au lieu de vouloir profiter uniquement du présent, on se projette dans un futur et on se dit qu'il faut capitaliser pour ce futur et que c'est plus important que de jouir au présent. C'est-à-dire que la mentalité hédoniste, elle tend à disparaître au profit d'une mentalité plutôt de prévoyance. Et dans le domaine alimentaire, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que on va préférer acheter des produits peut-être plus chers et moins addictifs, mais qui vont préserver notre santé et nous permettre justement d'envisager l'avenir de manière plus sereine. Puisqu'on parle des politiques publiques, on a vu quand même que, ne serait-ce qu'à mon échelle, où je peux me souvenir il y a 20-30 ans par rapport à maintenant, il y a quand même eu des changements. C'est-à-dire qu'avant, le sucre n'était pas considéré comme un ennemi, c'était le gras plutôt l'ennemi. Aujourd'hui quand même si le gras reste peut-être excessivement encore un ennemi, le sucre est dénoncé quand même dans toutes les campagnes gouvernementales et on parle vraiment de problèmes d'addiction au sucre. Alors après, bien sûr que c'est fait à coup de taxes, d'interdiction de publicité, des trucs comme ça qui sont des solutions pas très libérales, mais ils ont quand même changé leur fusil d'épaule là-dessus. Donc il y a quand même un peu de bienveillance de la part des gouvernements ou un peu de réalisme. Non, mais je pense qu'il y a un retard, surtout par rapport à la science. C'est-à-dire que ça fait effectivement des années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, que ceux qui font de la recherche fondamentale nous disent attention, il y a un énorme problème avec le sucre et attention, c'est pas le gras qui cause les cancers, le cancer s'alimente avec le sucre. C'est pas le gras non plus qui cause les maladies cardiovasculaires. Donc la science, de ce point de vue-là, elle se trompe pas, la recherche elle avance, mais souvent les politiques sont à la remorque et ils découvrent des années après qu'en réalité c'est pas ce qu'ils avaient dit, que c'est pas ce qu'ils avaient cru, etc., etc. Oui, je pense aussi c'est des grosses machines, ça met du temps à s'adapter. C'est-à-dire une fois qu'on a réussi à instiller dans la culture de tout le monde que l'ennemi c'est ceci, c'est cela et qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et je sais pas quoi. Donc c'est très difficile de changer. Donc il faudra encore des années pour le public.
de comprendre en fait ces changements qui ont eu lieu. Et les habitudes sont prises. C'est très difficile de faire marche arrière, hein, d'autant plus que le sucre est addictif. Il est addictif au même niveau que la cocaïne. Ça, donc, je confirme. Bon, voilà. Et puis, si on voulait revenir à une alimentation saine, ça coûterait trop cher. Oui, c'est ça aussi. C'est ça le problème. Il y a la question du coût aussi. Hein, c'est que... Mais ça coûterait trop cher. En fait, l'élevage de bétail, c'est quelque chose qui coûte cher parce qu'il faut de l'espace et il faut du temps. Chose qui a un coût. Bah oui, c'est ça, tout simplement. Hein, c'est un coût économique. D'accord. Oui, donc c'est aussi accepter en quelque sorte. Donc si je devais tirer une conclusion de ton propos, toi, je sais pas moi, si tu étais aux manettes, on va dire, c'est pas le genre de choses que tu imposerais. Toi, tu serais plutôt, je suppose, du genre à couper les subventions, à arrêter de prescrire tel ou tel type d'alimentation de la part du gouvernement, mais ce serait aux gens quand même de continuer à faire leur choix en termes de court terme versus long terme, qualité versus plaisir, etc. Moi, je crois à la décentralisation. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout que on laisse les petits producteurs avoir l'opportunité de développer leur petite production locale. Et je pense qu'il y a du bon dans l'idée de acheter local ou de la production en réseau, en proximité. Moi, je suis un petit peu désolé de voir tous les petits producteurs finir par laisser la clé et puis disparaître, et du coup les concentrations sont de plus en plus fortes, et je crois que ce problème-là ne peut être résolu que si d'abord on résout en amont la monnaie. C'est-à-dire si on fixe la monnaie, si on soigne la monnaie, si on remet de la monnaie saine à la place de cette monnaie inflationniste, c'est seulement à ce moment-là que le marché pourra jouer pleinement son rôle et ne sera plus distordu en quelque sorte comme il l'est actuellement. D'accord. Ok, très bien. Bah alors, d'où Bitcoin. Et voilà. D'où Bitcoin. Bitcoin fixes this. Exactement. Fix the money, fix the world. Ok. Bon, bah écoute, ça me semble être une bonne conclusion. Il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter ou... Bah, je te remercie pour ton invitation, Pierre. Ce fut un plaisir. Fait plaisir. Ça fait un an, je crois, qu'on a parlé de faire déjà une interview. Donc, on en a parlé au moment du dernier week-end de la liberté. Oui, exactement. Donc, je suis content que ça ait pu se concrétiser. Si tu devais conseiller un de tes essais ou un de tes livres aux lecteurs, alors, on en mettra plusieurs en référence, mais s'il y en a un aujourd'hui que tu aimerais que les gens prennent la peine d'aller voir. J'ai écrit en collaboration avec des collègues professeurs de philosophie un livre qui s'appelle 60 livres de philosophie. Alors c'est vraiment un panorama des grandes œuvres de la philosophie. C'est une initiation pour des gens qui ont déjà un peu de culture, hein, et moi j'ai écrit toute la partie sur Tocqueville et Bastiat et Adam Smith. Donc voilà, je serais content que on puisse connaître ce livre qui fait une part à justement la pensée libérale. Oui, d'ailleurs, j'ai une juste part, quoi. Exactement. À côté des autres, Et un de mes collègues a fait un article sur Hayek dans ce livre. D'accord. Sur un des livres de Hayek. Ouais. Ok, très bien. Bah alors, voilà, les lecteurs sont avertis et on les encourage à lire ça. Merci beaucoup, Damien Tellier. Merci, Pierre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez en référence les liens qui m'ont été donnés, en l'occurrence par Damien Tellier. Comme toujours, je vous invite à commenter, à partager l'épisode. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Et puis n'oubliez pas qu'au-delà des partages, le fait d'aller noter le podcast sur votre plateforme préférée nous aide beaucoup en termes de visibilité. Donc n'hésitez surtout pas à le faire et on vous remercie d'avance. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci encore pour votre fidélité. À très bientôt.